qui est fascinant dans le monde du cinéma, c'est sa richesse. On nous propose de tout, et parfois n'importe quoi. Hein. Et pour ça, en l'occurrence, ces derniers temps, on peut quand même remercier Sony. Ou pas. Et oui, donc Sony, le studio qui, à une certaine période, effectivement, avait les droits d'exploitation de Spider-Man, mais qui a décidé finalement de les refourguer à qui? Eh bien, à Marvel Studios. Autant dire que Marvel Studios en a largement profité depuis, mais si la manœuvre était surtout financière de la part de Sony, pour se faire un peu d'oseille, on peut pas dire que les calculs ont été bons, Kevin, puisque leur est venue effectivement l'idée de développer, à la suite de ça, un Spider-Man Universe, mais sans Spider-Man. Bah oui, c'est un peu débile quand même. Et l'entrée en matière de ce nouvel univers a débuté avec Venom, un des méchants effectivement les plus iconiques de l'homme araignée, dont l'idée de film date quand même de 2008, faut le savoir, avec pas mal de personnes rattachées au projet, mais sans véritablement aboutir. Enfin bref, voilà, les années ont passé, et puis un jour, la Fox sort Logan. Donc dernier opus voué à boucler l'arc narratif de Wolverine, donc un film noir et clairement ancré dans la violence, et puis ensuite effectivement on a eu Deadpool. Et là Sony comprend qu'il est tout à fait possible de cartonner avec des personnages fascinants tout en gardant la violence qui leur était assignée. C'est là finalement que le projet de Venom va ressortir du débarras de Sony avec une intention de surfer effectivement sur cette même ligne éditoriale. Et si au début tout se passa bien, durant la prod, ce fut sans compter sur le fait que cet univers chez Sony est sous la responsabilité de qui? Eh bien oui, de Avi Arad. Donc un mec qui a tellement foutu la merdouille dans le monde de Spider-Man que même Sam Raimi n'a pas eu les mains libres pour, en l'occurrence, le 3e opus de sa trilogie, et a tellement été emmerdé pour son projet de 4e film qu'il a carrément décidé d'abandonner. Avi Arad, c'est aussi le mec qui a cassé les pieds, alors pour rester poli, à Mark Waid avec The Amazing Spider-Man 2. Donc en gros en fait c'est le gars que quand il s'invite à une soirée chez toi, il y a de fortes chances que le mec t'emmerde parce qu'il aime pas la couleur de tes murs, mais qui repartira après avoir fait écrouler ta baraque. Donc quand il vient mettre le nez dans la prod de Venom, autant dire que ça n'augurait pas grand chose de bon. Et pour cause, Avi Arad comprend qu'il faut surfer sur la vague du carton de Deadpool, donc un film violent mais fun. Donc la production sera réorientée pour en faire un film à l'esprit comique, style buddy movie, mais pour être sûr de toucher un max de personnes, va décider que d'un film R-rated, donc interdit aux moins de 16 ans, il sera désormais tout public. Donc, à la fin, Venom n'aura absolument plus rien à voir avec son matériau source. Mais le succès du box-office, parce que tout le monde s'est fait un petit peu duper, tout le monde est allé le voir, va convaincre Sony que leur décision sera la bonne, et pour cause, on aura droit à une trilogie Venom, dans le même angle foutraque, mais ça fait effectivement bien les petites affaires du bososcope, hein, et oui, donc je vous invite à redécouvrir cette franchise en commençant évidemment par le premier opus. Alors, vous êtes prêts? On est parti! Et notre film commence par ça. Voilà donc un plan de l'espace qui dure quand même 30 secondes, hein. Ah ça commence très fort, hein. Bon, comme le film doit quand même raconter autre chose, parce que sinon ça deviendrait vite chiant de mater un écran noir, on se la joue effectivement début de Predator 1 avec un vaisseau qui se dirige vers la Terre, mais bon, qu'on se rassure, un vaisseau humain. Donc bon, je dis rassurant ou pas, puisque bon, si l'on en croit la radio du dit vaisseau, ça n'a pas l'air d'être l'éclate dedans, et donc hors de contrôle, l'engin vient faire un bisou à la terre ferme avec la douceur d'un taureau sous extasie, hein, ce qui doit effectivement faire un petit peu bobo.
Très vite, ce sont les équipes de secours et des membres de la Life Foundation, donc Life Foundation qui est propriétaire du vaisseau, qui investissent les lieux du crash, à savoir qu'en fait on est à l'est de la Malaisie, et c'est là qu'on voit la première entourloupe de la campagne promotionnelle du film. Donc première entourloupe en fait, dans le sens où ça montrait dans le trailer de façon très succincte des fils blancs, voilà, qui dépassaient de partout, histoire d'appâter un petit peu le chaland par de la spéculation autour de l'intervention d'un potentiel homme araignée, même si bon, Sony n'en avait pas les droits, mais bon, comme tout le monde n'est pas censé savoir ça, eh bien voilà, alors qu'en vérité, ce n'était effectivement que des câbles de parachute de freinage du bolide. Là, on nous montre des choses un peu étranges. Donc récupération d'échantillons assez bizarres vivants, et au centre de contrôle de la Life Foundation qui se positionne à San Francisco, on essaie effectivement de gérer un petit peu la crise jusqu'à l'arrivée du grand patron. Donc grand patron qu'on nommera Raj Koothrappali pour sa ressemblance au personnage de Big Bang Theory, et en plus il semble équipé du même charisme, dites donc, c'est quand même bien fait. Mais Raj Koothrappali semble soucieux de savoir ce qu'il en est véritablement. A-t-on au moins récupéré tous les échantillons? Non, on en a retrouvé 3. Donc, ce qui n'est déjà pas une bonne nouvelle, de savoir que, effectivement, un organisme vivant d'origine visiblement extraterrestre se balade potentiellement dans la nature. Bon, par contre, pour ce qui est de s'inquiéter de l'équipe d'astronautes, non, alors là, il s'en bat les roubignoles. Ah bah ça donne une vague idée du niveau d'humanité du mec, hein. Et en plus il a osé appeler sa société la Life Foundation, tu sais. Ah bah vous êtes pas prêts quand vous allez découvrir la suite, en termes d'écriture de personnages, y a rien qui va. Sauf que finalement, parmi les cadavres du crash, l'un des astronautes vit encore. Bon, avec une anatomie un petit peu dans le désordre, hein, quand même, faut quand même pas déconner non plus, surtout après un crash comme ça. Du coup, on te l'embarque dans une ambulance, mais à l'intérieur... Donc visiblement, le mec est pas tout seul dans son corps, hein, et se met à jouer avec les occupants qui aiment pas trop ça, visiblement, jusqu'à ce que le véhicule finisse comme un dé de casino à la table de craps, et de là en sort l'ambulancière qui semble s'auto-guérir, hein. Donc on comprend vite que la chose qui s'était échappée s'était planquée dans le fion de l'astronaute, mais a visiblement trouvé un coin tout sombre qui sent pas très bon, plus agréable à habiter. Avec la ferme intention d'aller à la Life Foundation pour demander un remboursement sur son dernier vol, qui s'est effectivement pas très bien passé. Mais allons du côté de San Francisco, où on va faire la connaissance de notre héros, à savoir Eddie Brock, hein, alors qui se réveille comme une loque, donc un Eddie qui est heureux de vivre et amoureux de Josiane, hein, tellement amoureux. D'ailleurs, le réalisateur est tellement talentueux qu'il est capable de caractériser l'amour dans un couple à leur aptitude à se foutre des coups d'oreiller dans la gueule, hein. Ah bah ça on y croit, hein. Donc Josiane qui est visiblement pressée, car en tant qu'avocate, elle est en charge d'une déposition de la Life Foundation, et Eddie effectivement se prépare lui de son côté aussi pour aller bosser, car Eddie est reporter d'investigation, donc un peu comme Élise Lucet, hein. Autrement dit, sur tout ce qu'il dit, il y a probablement 70% de chances que ce soit bidon. Hein? Quoi? Ah parce que pour vous, complément d'enquête, c'est la vérité? Bref, Eddie a rendez-vous avec son patron qui envisagerait bien de lui refiler un boulot. J'ai un énorme coup, une exclue. Raj Koothrappali. Raj Koothrappali qui voudrait user de leurs médias pour tenter de faire passer la pilule au public concernant la fiabilité de son programme spatial, alors que bon, sa dernière navette a fini un petit peu en confetti malaisien, hein. Et comme il peut pas mettre Peter et Steven sur le coup vu qu'ils sont occupés sur une autre affaire, à savoir enquêter sur la disparition de George Abitbol, il a pensé à Eddie, donc un journaliste d'investigation, en fait un dénonciateur quoi, hein, et qui visiblement a une idée pas très positive du proprio de la Life Foundation. Mais alors en gros, on est dans une entreprise médiatique qui loge dans une tour qui ferait limite rougir le Burj Khalifa, et genre, il y a personne d'autre à caser pour ça que un mec qui est surtout pas fait pour ce genre de boulot quoi. Enfin je sais pas, t'as 3 reporters dans ton boui-boui sérieux? Enfin, je sais pas, c'est pour vous dire à quel point Eddie est pas fait pour ça. La seule chose qu'il a à dire sur Raj Koothrappali, c'est un escroc. Et d'ailleurs, le patron, il t'explique que bon, il pourrait les racheter avec la monnaie qu'il a dans le fond de sa poche, hein, s'il voulait. Donc, à quel moment tu prends le risque de coller le mec qui va te claquer dans les pattes pour ça, quoi? Enfin, c'est comme si M6 disait à Valérie Damido, bon, écoute, meuf,
Tu sais quoi, on a une toute nouvelle émission à présenter, un super concept basé sur le sport, c'est toi qui t'y colle. Enfin, je sais pas, c'est débile quoi. Mais... Eddie, quand tu n'avais nulle part où aller, on t'a tendu la main. Donc, Eddie accepte de baisser son calbar. Bref, le soir, notre héros retrouve sa dulcinée et ne comprend toujours pas pourquoi on lui a effectivement refilé le job. Et si elle semble vouloir le motiver à faire les choses bien, d'autant qu'elle-même bosse déjà sur une affaire qui implique de collaborer avec Raj Koothrappali, Eddie semble plutôt vouloir rester dans son mode fouteur de merde. Hein. Ah ouais, alors le mec, il est stellaire, quoi. Hein. Il veut aller casser les roupettes à un Elon Musk en puissance pour qui sa femme bosse. Le mec, il a tout compris, quoi. Ah bah c'est le summum de l'humain normalement constitué dans sa tête. Hein. Bon, histoire de remuer un petit peu le couteau du patron d'Eddie dans la plaie, Josiane en rajoute quand même une louche sur les antécédents d'Eddie en tant que reporter à New York, fort probablement au sein du Daily Bugle après des déboires avec un certain... Ah bah oui, merde, c'est vrai. Sony a plus les droits, donc effectivement, on n'a pas le droit de le citer. Voilà, en fait, l'homme araignée dans Venom, c'est un peu Voldemort, quoi, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Bref, pour l'en convaincre davantage de ne pas faire le con sur son prochain boulot, elle lui promet qu'en rentrant en retour, il aura le droit de jouer au docteur avec elle. Hein. Et donc forcément, Eddie, il est chaud lapin. Mais comme c'est un film qui est désormais tout public, vous verrez que dalle, bande de cochons. Bref, après avoir fait son affaire à madame en 30 secondes, bah, en même temps, j'ai envie de dire, la position de l'hélicoptère péruvien, ça demande quand même un effort considérable. Hein. Donc il part se chercher un petit candy up à la fraise dans le frigo, quand soudain le PC de Josiane l'intrigue, et il décide de fouiller dedans, vu qu'en plus il connaît le code. Hein. L'écran fou forever. Mot de passe, on ne peut plus logique, j'ai envie de dire. Il tombe donc sur les messages du fameux rapport sur la Life Foundation, dont Josiane parlait le matin, donc rempli de pièces jointes avec écrit confidentiel en gros, hein, donc tu sais, et puis qui stipule en plus des morts multiples suite à des expériences. Sachant que la Life Foundation se donne apparemment, selon les documents, le droit de ne pas déclarer les décès. Donc en gros, Josiane, si on comprend bien, c'est la meuf. Elle est avec un journaliste d'investigation qui rêve d'écraser son client. Elle lui donne l'accès à son ordi professionnel rempli de documents classifiés qui pourraient foutre tout le monde dans la merde. Mais on est dans quelle dimension, quoi? Bref, ça fait les petites affaires d'Eddie, effectivement. Il a trouvé tout ce dont il avait besoin pour son prochain taf, hein, alors que bon, il le sait en plus, ça risque de tout leur coûter à tous les deux. Hein. Non mais il est extrêmement intelligent ce gars-là, hyper raisonné. Hein. Le lendemain matin, à la Life Foundation, Raj Koothrappali, donc l'équivalent, comme je disais, de Elon Musk, fait donc visiter sa boîte à une classe de CM1. Hein. Non mais, sérieux. Bref, après avoir motivé des enfants de 10 ans à contribuer à changer le monde, alors que bon, de toute façon, les gamins, dans une heure, ils auront tout oublié parce que ils vivront leurs meilleurs instants de leur vie en scrollant sur TikTok. Hein. Donc, il le refourre à Dora l'exploratrice, donc qui est sa plus brillante scientifique. Et ben oui, hein, en même temps, ça se voit, elle a des lunettes. Et comme tout le monde le sait, les lunettes, ça rend plus brillant. Bref, il est temps pour lui d'aller accueillir Eddie Brock pour son interview. Alors, bon, au démarrage, Eddie passe un petit peu de la pommade en parlant des débuts de Raj, hein, où il aurait trouvé effectivement un remède pour éviter de choper la chiasse après avoir mangé indien, avant de parler de la création de la Life Foundation en vue d'explorer l'espace, car... L'exploration de l'espace était cruciale pour guérir tous les maux qui nous accablent sur Terre. Ah bah si tu trouves là-haut un remède pour guérir les gens qui, selon de quel pied ils se lèvent le matin, se considèrent soit comme une clamolette, un hamster russe ou alors encore une tranche de pain, mais le turbo mec, hein, ça urge. Hein. Bon bien sûr je suis pas certain qu'il y ait une solution pour guérir de ça, à part peut-être la sélection naturelle. Hein. Bref, sauf que Eddie, qui était venu parler du programme spatial, dérive rapidement vers le sujet qui fâche et qu'il a interpellé la veille sur l'ordi de Josiane après leur partie de zizi pampan. Vous recrutez les personnes les plus vulnérables que vous utilisez comme cobayes pour des expériences qui se révèlent être mortelles. Et donc forcément le malaise s'installe quand Koothrappali comprend que son interrogateur a eu accès à des choses qu'il fallait pas et que le passage de pommade c'était pour mieux lui glisser un parc-mètre dans le derrière. Et donc... Je vais pas vous sortir. La mort est votre fonds de commerce. On n'a pas fini. C'est fini pour vous, Brock. C'est une menace. Ce qui veut dire que Eddie va devoir rapidement référer à son boss. Qui est ta source?
J'ai pas de source à proprement parler, mais une intuition. Ah ok, donc en gros, t'as foncé tête baissée dans l'art de Koutrapali en sachant que tu aurais pas le droit d'avancer l'épreuve de tes dénonciations parce que ça mettrait en danger la carrière de ta femme, mais tu l'as fait quand même. Élise Lucet. Et pire encore, c'est que bon, le Raj, il est pas charismatique, mais il n'est pas devenu milliardaire en étant stupide. Quoique, la suite du film nous prouvera effectivement le contraire. Mais concrètement, le mec, il va aller à la pêche aux infos concernant les destinataires des fameux rapports confidentiels. Il va forcément remonter jusqu'à Josiane, comme étant la source même involontaire de tes preuves. Bref, c'est sans surprise que Eddie se fait virer, et ce qui devait arriver arriva, Josiane aussi. Ce qui la rend forcément un petit peu furieuse, à tel point qu'elle n'aura pas envie de jouer au docteur avec lui ce soir, ni aucun autre soir d'ailleurs. Un peu plus tard, dans les sous-sols de la Life Foundation, Raj Koutrapali accueille des véhicules qui ramènent la cargaison de la Malaisie, donc une petite surprise. De la morve. Oui, mais de la morve vivante. Non mais peut-être te rends compte, aller dans l'espace pour ramener un rhume vivant en espérant guérir l'humanité avec ça. C'est limite ironique. Pendant ce temps, en Malaisie, l'ambulancière continue de marcher et arrive effectivement dans une petite bourgade avec un petit creux quand même qui se fait ressentir. Du coup, elle décide de s'enfiler une anguille vivante derrière la cravate, ce qui plaît guère aux vendeurs d'anguilles vivantes qui se fâchent un petit peu. Voilà, là tu l'auras pas volé celle-là. Du coup, comme ça détend, elle en profite pour faire pareil avec le reste de la population et en terminant en se dirigeant vers une vieille femme et... Donc en gros, l'alien a décidé d'abandonner le corps d'une femme jeune et à peu près fraîche pour celui de Mamie Ping, donc bien moins confortable et à la santé douteuse. J'ai envie de dire, c'est pas la race alien la plus intelligente visiblement. Ah il pourrait concurrencer avec les aliens de Independence Day Resurgence. Là, on bascule 6 mois plus tard et à la Life Foundation, Dora étudie effectivement les morves pour tenter des associations interespèces. Tu vois, avant, on greffait par exemple une oreille de chimpanzé sur le dos d'un rat ou des ailes de pigeon à un lapin. Là, en fait, on tente de voir si la morve veut copuler avec Pampan. Et bon, Pampan, c'est bien connu, il veut tout le temps niquer, sauf que... Ces créatures ont besoin de s'associer à un hôte respiratoire pour survivre tant qu'elles se trouvent dans un environnement riche en oxygène. En gros, la morve ne survit pas sans hôte dans notre atmosphère. Donc ça, c'est intéressant. On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir, notamment quand on traitera des autres films de la trilogie. Bref, le symbiote se glisse dans le corps de Pampan et ça semble quand même plutôt bien se passer. Donc assez étonnant, dirons-nous, quand on sait que la dite morve fait 2 fois le volume de Pampan et techniquement il aurait dû exploser, mais bon, non, ne rentrons pas dans les aspects cohérence technique, on est sur un film du bousoscope après tout. Bref, si ça n'a pas été très concluant sur les autres lapins, la symbiose marche plutôt bien avec Pampan. Donneur et receveur doivent être parfaitement compatibles. C'est ça. Alors ça aussi c'est important, on va vite y revenir. De là, Raj y voit vraiment l'avenir de l'humanité, cette symbiose. Non seulement il pourrait survivre sur notre planète, mais en plus, nous pourrions survivre sur la leur. Ou alors, sauf que, techniquement, ton équipe a récupéré ces spécimens sur une comète, comme on le verra plus tard dans le film. Donc, tu veux vivre sur une comète, toi, Raj? Non, parce que je te signale, c'est pas les Fidji, Bref, comme ça a marché sur un lapin, bon, même s'il s'en a tué 50 avant, Raj exige qu'on fasse illico des tests sur les humains, et le premier cobaye faisant rapidement son entrée au labo, on l'enferme donc avec un conteneur dans lequel se trouve un des symbiotes, ce qui semble guère le rassurer. Je vois vraiment pas pourquoi, Et donc, pour le mettre en confiance, Raj de lui expliquer que c'est bien, c'est pour la science, et pour le bien de l'humanité, et puis tout le baratin qui va avec. Ça se voit que c'est pas lui qui est confiné justement avec une morve alien qui a tué presque tous les sujets sur lesquels il a été testé. Nous allons réussir. Parce que moi, je n'abandonnerai pas l'humanité. Dixit le mec qui jusque-là se foutait de savoir que les astronautes de la navette spatiale soient morts et qui butent à la chaîne des sujets humains dans des essais cliniques. Du coup, on libère l'alien, ce qui effraie encore plus le cobaye, qui, en repensant notamment à ce que on s'imagine toujours de ce que font les aliens comme expérience sur nous, a soudain un petit peu peur pour son anus et...
Et si la symbiose semble parfaite, bah ça durera qu'un temps relativement très court, hein, quand le sujet commencera effectivement à se désarticuler comme Christine and the Queen. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Pour mourir dans la foulée. Alors va savoir ce qui a déplu au symbiote chez ce cobaye, hein, probablement l'hygiène du bonhomme. Enfin bref, c'est un échec et un mort de plus au compteur de celui qui prétend vouloir sauver l'humanité. C'est beau, hein. Bon, une situation en revanche qui plaît guère à Dora, alors que bon, jusque-là, elle s'est toujours un petit peu foutue des nombreux morts dénoncés dans le rapport de Josiane, hein. Mais bon, ça, le scénario l'a déjà oublié. Mais d'ailleurs, effectivement, en 6 mois, qu'est-ce qui est devenu Eddie? Eh bien, allons voir un petit peu comment que ça se passe pour lui. Eh bien, notre ex-reporter est devenu une loque humaine. Alors qu'il vit dans un studio miteux avec pour voisin un blaireau qui écoute du Jul à fond les ballons, hein. Eddie se servant notamment de ses factures impayées en guise d'oreiller. Et puis, bah, vide le fond de ses poches pour aller se pochetronner au bar du coin. Vous êtes Eddie Brock? Avant, ouais. Le mec est tellement un loser qu'il trouve même pas de taf. C'est dire, rien que le nom de Eddie Brock, en fait, ça le grille, même pour un poste de plongeur dans un resto. Ah, je suis même prêt à faire de la plonge en soubrette. Alors que pourtant, tout le monde sait qu'il suffit de traverser la route pour trouver du taf. À un moment, Eddie a quand même bien envie de se rencarder sur l'actu, mais bon, il n'y a plus de journaux en libre service, donc une manière de faire connaissance avec Zézette la clocharde, hein, qui, bah, en fait, pique les journaux gratos pour ensuite les revendre. Ça te coûtera 5 $. 5 $ pour un journal gratuit. La bâtarde. Bon, tu sais quoi? Je te file un billet de 20. Mais mec, t'es à la limite de finir à la rue comme elle, et tout ce que tu trouves à faire, c'est payer un journal gratos, 20 balles, et claquer le fric que t'as pas dans des binous. Ah bah Eddie, c'est typiquement le mec, il y aurait un PMU en bas de chez lui, il serait son plus gros client. Bref, tout ça pour dire que les seuls rapports sociaux que Eddie a, c'est Zézette et Madame Chen, donc gérante d'une supérette qui se fait racketter par un homme bienveillant, hein. Et donc des fois, inondé par toute cette loose ambiante, Eddie se sent un peu mélancolique, hein, ce qui l'amène notamment à aller glander devant l'appart de Josiane où bon, il aimait tant jouer au docteur, hein, avec l'espoir de peut-être apercevoir, je sais pas moi, à travers la fenêtre un bout de néné, histoire de pas avoir perdu totalement sa journée, ou de voir s'il y aurait pas moyen de recoller les morceaux avec Josiane au cas où elle commencerait à avoir des fourmis, vous savez où, hein. Sauf que pas de bol, ça a pas l'air d'être trop le cas, puisque en retour d'une soirée, Josiane le croise et en profite pour lui présenter celui justement avec qui désormais elle joue au docteur. Salut. Salut, vieux. Annie m'a beaucoup parlé de toi. Donc on appellera Docteur Maboul, d'autant que par chance, il est médecin, ce qui fait que Eddie, en fait, il est juste dégoûté, mais entêté quand même à regagner sa belle en jouant la victime, malheureusement. C'est ta faute. Ah voilà, merci Josiane de mettre un petit peu les choses au clair, hein. Alors profitez-en d'ailleurs parce que ce sont les seules paroles sensées du film, hein. Et donc Eddie de rentrer brecouille, comme on dit dans le bouchonnois, devant se satisfaire de noyer son chagrin chez lui entre 2 pages d'un magazine Playboy qui ne serait pas collé entre elles, hein. Mais un jour Eddie découvre que Zézette n'est plus là. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire journal gratuit quoi. Donc en fait 20 balles à claquer dans plus de bière. Et une fois chez Madame Chen, il croise Dora qui veut lui expliquer en fait ce qui se passe à la Life Foundation. Toutes ces choses dont vous l'accusez, vous aviez raison, c'est la vérité. Ça m'intéresse plus. Vous êtes sûr? Dans l'espoir que Eddie va rejouer à Élise Lucet pour dénoncer son patron, mais Eddie en fait veut pas parce que les mauvaises expériences avec Rajkoot Rapali il connaît un petit peu, hein. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma fiancée, j'ai perdu mon appart et j'ai perdu tout ce qui comptait dans ma vie. Non. T'as tout perdu à cause du fait que tu sois trop con pour écouter ton patron et ta meuf quand t'es sur le point de faire une connerie et que tu le sais, voilà. Mais enfin, je sais pas mec, mais en gros là on t'offre quand même sur un plateau l'opportunité de te venger en mettant le mec qui t'a fait virer de ton job en prison, pour notamment menace sur l'humanité avec des entités extraterrestres, et de faire tout ça via des preuves qui te permettraient en plus fort probablement de devenir le reporter au chômage le plus courtisé de toutes les agences de presse et de médias d'information du monde quoi. Mais non, en fait tu préfères vivre ta vie de semi-clochard. Enfin je sais pas si t'as tout perdu, t'as tout à gagner.
Bref, Eddie marmonne, mais bon, après un bilan de ce qui est devenu un petit peu sa vie, il décide de rappeler Dora. Du coup, elle lui propose d'infiltrer la Life Foundation avec elle, en pleine nuit. Donc vous savez, ce lieu avec une activité digne de la zone 51. Mais t'inquiète, hein, tu peux te pointer en voiture avec 3 personnes malveillantes à ton bord et un arsenal dans le coffre. Tant que t'as un badge à montrer au vigile, ça passe. Ah bah vous allez voir, en termes de sécurité, c'est open bar là-dedans. Hein. Et une fois à l'intérieur, Dora d'expliquer que la fusée qui s'est écrasée en Malaisie était partie dans l'espace et a croisé une comète avec plein d'organismes vivants dessus. Et bon, la suite, vous la connaissez bien évidemment. Genre des aliens. Style E.T. téléphone maison, c'est ça? Voilà, donc là, sachez que si vous trouviez Eddie débile jusque-là, il va le devenir encore plus. Mais la question qu'on se pose évidemment, c'est comment une poignée d'astronautes a fait pour les capturer quand on sait qu'effectivement, il y en avait des millions apparemment sur la comète, alors que seulement 4 s'avèrent déjà assez dangereuses. Eh bien, comme ça ne semble pas être très cohérent, le film se garde bien de l'expliquer. Hein. Et donc, l'objectif fait tomber des nues un petit peu Eddie. Mec, essaie de créer un mélange entre être humain et alien. Juste histoire d'aller vivre dans l'espace. Mais rapidement, pour déjouer la sécurité, Dora fait entrer notre héros dans le labo le temps de tenir le crachoir à l'agent de sécurité qui fait sa ronde. Et là, comme je le disais, c'est open bar. C'est-à-dire que, bon bah voilà, Eddie navigue de pièce en pièce avec des portes qui cette fois n'ont pas besoin de badge d'activation. Donc voilà, c'est fabuleux. Dans un labo top secret avec des aliens qui sont confinés et qu'on est censé surveiller en permanence. Et bah dans le bâtiment, dis-toi, il n'y a pas une seule caméra de sécurité pour veiller sur tout ça. Et donc en gros, Fifi le gardien, c'est le seul qui assure la sécurité d'un bâtiment ultra confidentiel qui fait l'équivalent de 6 terrains de foot, mais sur peut-être 8 niveaux, quoi. Enfin, c'est extraordinaire. Bref, Eddie joue de l'appareil photo pour rassembler toutes les preuves nécessaires pour faire tomber Raj Koothrappali, quand soudain, Vlatipa qui découvre que ZZ est là. Donc ZZ qui s'est peut-être un petit peu fait avoir, sûrement parce qu'elle pensait participer à un questionnaire comme chez SOS Amitié. Hein. Tu rigoles, maintenant que t'es là, j'ai les journaux gratos. Mais Eddie a quand même un grand cœur. Bon, oui, il est con, mais il a un grand cœur quand même. Donc il tente de la libérer. Alors, mec, qu'est-ce que t'as expliqué Dora quelques minutes avant? Qu'on tente une symbiose entre humains et aliens. Donc si ZZ elle est enfermée dans cette cellule, c'est qu'elle est déjà contaminée par une entité venue de l'espace. Donc à quel moment tu vas tenter de la libérer si en plus ça implique de libérer un alien ou je sais pas moi un virus extraterrestre potentiellement hyper dangereux pour l'humanité. Enfin bref, une fois dehors, ZZ saute sur Eddie et l'empoigne. Dis mon nom, ça. Mais surtout, on découvre que le symbiote est entré en lui, tandis que ZZ meurt. Alors, autant dire qu'après tout ça, Eddie n'a qu'une envie, c'est de se barrer, ce qu'il fait, et c'est là qu'il fait face justement à des agents de sécurité qui étaient, en train de faire leur pause de 8 heures, hein, à qui il fout une rouste avec une facilité pour le moins anormale. Mais c'est dire, alors qu'il se retrouve dehors, le mec, il arrive à transpercer du grillage juste en sautant dessus. Mais what? Et donc une fois dans la forêt, il trouve refuge en haut d'un arbre de peut-être bien 30 mètres, hein, tandis que les gardiens décident de rentrer parce que bon, ça fait 5 minutes qu'on taffe, hein. À côté de ça, on n'a pas fini notre partie de petits chevaux. Alors une fois en sécurité à la maison, Eddie il se sent pas top effectivement, hein. Il meurt de faim et surtout, il se met à boire de l'eau. Voilà, tellement plus habitué de boire ça, mais à tel point que le goût lui donne carrément envie de vomir. Et quand il pensait que ça allait mieux... Effectivement, c'est pas rassurant. Alors le lendemain, au labo, Koothrappali apprend la nouvelle de cette infiltration et du coup est un petit peu fâché tout rouge. Et comme il n'y a pas de caméra dans son bâtiment, ce qui est quand même très con, il peut pas identifier l'intrus qui a foutu la merdouille et s'est barré avec un alien en loose dé dans le buffet. Hein. Du coup, Koothrappali va solliciter l'aide de Jean-Michel Salopard et son équipe, hein, donc une sorte d'équipe de mercenaires pour retrouver effectivement nos 2 fuyards.
Mais au fait, vous savez de qui on n'a pas traité le cas depuis longtemps? Eh bien oui, de Mamie Ping, qui s'est donc tapé 300 bornes en marchant donc jour et nuit pour rejoindre l'aéroport de Kuala Lumpur, bien que le scénariste a oublié qu'en fait il s'est quand même passé 6 mois depuis l'événement du crash. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein, mais même un cul de jatte mettrait pas 6 mois pour parcourir cette distance en marche arrière. Et donc Mamie Ping, ou du moins le symbiote qu'elle a dans la carcasse, qui a repéré son prochain hôte, à savoir une petite enfant de type caucasien, hein, parce que l'alien a bien compris que si tu veux aller aux USA pour rejoindre la Life Foundation, c'est mieux d'être blanc, hein, surtout sous la présidence de Donald Trump. Au réveil, Eddie commence à péter un plomb et effectivement, entend un petit peu des voix dans sa tête. Hein. Mais bon, si l'idée d'être la prochaine Jeanne d'Arc ne l'emballe pas spécialement, lui il préfère essayer de retrouver Josiane pour lui expliquer que en fait il avait raison sur Kutrapali. Hein. Il retrouve sa trace dans un resto alors qu'elle est en train de dîner avec Dr Maboul. Bon, là ça devient ridicule, genre bon, il pique de la bouffe dans les assiettes, il pisse dans la soupe, il se tape une baignade dans le bassin des homards. Enfin bref, Josiane pense qu'il est temps un petit peu de partir parce que là c'est un peu la honte. Mais surtout son état ne présage rien de bon et il y a Dr Maboul qui préconise quand même d'aller l'examiner. Donc direction l'hosto où il bosse pour faire un IRM, sauf que au lancement de la machine... Eddie, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens bien? Oh bah oui, il a l'air de se sentir super bien, hein, ça se voyait quand même. Et le mec est médecin. Pendant que Dr Maboul le rejoint, son assistant constate sur les images que bon, il y a quand même un truc louche, mais va finalement ne rien en faire, hein, voilà. Même quand Dr Maboul s'apprête carrément à libérer Eddie de l'hôpital sous prétexte que... T'es pas le premier à disjoncter là-dedans. Ça me rend claustrophobe, moi aussi. Quoi? Claustrophobe? Mais mec, même les moniteurs de ton IRM ont parasité à mort. Mais enfin, c'est quoi ce docteur, quoi? T'inquiète pas, on va tirer ça au clair, je te le promets, mais pour l'instant, rentre chez toi te reposer. Je t'appelle dès que j'ai tes résultats. D'accord, merci. C'est bon? Les résultats de quoi? Enfin, ton IRM, tu l'as fait tourner 10 secondes, putain. Et en plus, il déconnait, donc quel résultat? Bref, après autant de conneries, le soir, Eddie reçoit le coup de fil de Josiane et Dr Maboul. Tu as un parasite. Ouais, ça tient la route. Ça tient la route? Mais ça tient la route de quoi? Mec, t'as déjà vu un Ténia te donner assez de force pour devenir un ninja en puissance face à des agents de sécurité ou te permettre de grimper en 5 secondes un sapin de 30 mètres de haut? Enfin, je sais pas. La seule aptitude que ton Ténia il va te filer, c'est de maigrir et de chier des bulles. J'entends une voix. En fait, les hallucinations auditives sont très courantes. Oh. Ah oui, les fameuses hallucinations auditives dues à des parasites. Eh oui, hein. Bon, j'aime autant vous dire que le scénariste qui a pondu ce film a pas dû beaucoup parler avec des gens du milieu médical. On va te filer un traitement et te débarrasser de ce truc. Ouais, même pas en rêve. Pendant ce temps, à la Life Foundation, il y en a une pour qui ça s'annonce mal. Rebonjour, Dr Skers. Tandis que Kutrapali découvre que là où certains cobayes semblaient compatibles avec des aliens, eh bien effectivement ça ne dure pas, hélas. Hein. Effectivement le corps des autres se détériore rapidement et surtout... Arrêtez, vous lui faites mal! En gros, les symbiotes, ils kiffent pas le son entre 4000 et 6000 Hz. D'ailleurs, je me suis laissé entendre dire que la voix d'Aya Nakamura est sur la même bande de fréquence. Ah, tu m'étonnes que ce soit nocif. Bref, l'humain ne semble effectivement pas si adapté que ça à la fusion avec les morts. Hein. Quelle piètre conception. Pardon? Je parle des humains. Non mais en gros, là, tu mets sur le compte de la physiologie humaine le fait qu'un alien qui fusionne se met à le détruire. Enfin, t'es un génie, mais t'arrives quand même pas à comprendre qu'en gros, un alien tente de survivre en bouffant la force vitale de son hôte quand tu l'as devant les yeux, quoi. C'est typiquement... En fait, Raj, c'est typiquement le mec qui voit pas l'éléphant dans le couloir. Bref, il va au moins pouvoir se satisfaire d'une chose, c'est que Jean-Michel Salopard a suffisamment cuisiné Dora pour qu'il lui tire les vers du nez et qu'elle ait vendu la mèche sur sa trahison. Du coup, il lui fait les yeux doux pour qu'elle révèle qui s'est introduit dans le labo et la fuit ensuite avec un alien. Si vous me dites qui c'est, je vous file une choupa choups. Du coup, forcément, Dora, elle accepte et dénonce Eddie Brock, ce qui plaît guère à son patron, hein, surtout avec les antécédents qu'il a eu avec lui. Toutefois, il tient sa promesse. La choupa choups c'est dans le cul du symbiote, allez la chercher. Et ce qui devait arriver, arriva. Mais du coup, comme Raj Kutrapali sait que c'est Eddie qui a le symbiote, Eddie a effectivement du bourron à se faire, évidemment, et pour cause... N'ouvre pas la porte. Mais rappelez-vous, Eddie est un peu con, donc...
Donc Jean-Michel Salopard et ses hommes qui veulent récupérer la bestiole sous la menace des armes, ce qui pousse Eddie à danser. It's gonna send you to YMCA. Et s'il est sur le point de se prendre une méchante dérouillée, Je suis désolé pour vos amis. voilà, il les fume tous. Et donc en gros, bon là c'est véritablement la vraie première séance d'action du film, et surtout la première fois qu'on voit entre guillemets le symbiote Venom vraiment à l'œuvre. Donc au bout de 52 minutes sur 1h32 de film quoi. Et sachant qu'on n'a toujours pas vu le personnage dans son intégralité, hein. Bref, après avoir fumé leur race aux mercenaires, il se fait la malle tandis que Jean-Michel fait son rapport à son boss. Il a réussi la symbiose. Autrement dit, il est vivement recommandé de ramener le spécimen. Donc s'ensuit une course-poursuite, oulala, trop spectaculaire, hein, où Eddie se sert du symbiote. Enfin, disons plutôt que le symbiote aide Eddie, tandis que bon, les hommes de Kutrapali le pourchassent via des drones explosifs qui donnent lieu à un sacré feu d'artifice dans les rues de San Francisco. Hein. Bon alors, après c'est très aléatoire, hein, c'est-à-dire qu'une fois les drones ils explosent et bon ça fait juste des étincelles et puis des fois ça te fait carrément voler des voitures. Hein. Enfin d'un plan à l'autre, tout est logique, c'est absolument génial. Et pendant que les rues de San Francisco sont le théâtre d'un bordel qui doit te faire un de ces paquets de victimes collatérales. Ça va au-delà de toutes nos espérances. Non mais le mec, il en a rien à branler quoi. Il assiste à la mort en direct de plusieurs gens par sa faute, alors que pourtant il prétend vouloir sauver l'humanité. Et en fait le seul truc qui compte pour lui, c'est le résultat de la symbiose. D'ailleurs, bon, que tu convies ton équipe d'enfoirés à stopper le seul cas de symbiose réussi en usant de drones explosifs mortels, non, t'as pas l'impression qu'il y a un truc qui cloche quand même. Bref, dans cet amas de débilité, la course-poursuite est interminable, surtout quand on sait que normalement, bon, le personnage de Venom, il a quand même l'aptitude de faire des sauts de plusieurs dizaines de mètres et user de son morphing pour se déplacer plus rapidement dans les airs via des tentacules en attrapant les bâtiments. Mais bon, si on respectait le personnage, il n'y aurait pas de course-poursuite, donc on préfère chier dessus. Jusqu'à ce que, hélas... C'est plutôt cool ça, j'avoue. Alors attends, tu m'expliques pourquoi ton symbiote il a pas vu arriver justement l'accident? Enfin je veux dire, il est censé tout voir arriver à l'avance quoi. Je te rappelle quand même que tout à l'heure, il t'a prévenu que quelqu'un toquerait à la porte de chez toi. Bref, c'est bien, le film, en 5 minutes de temps, il se contredit dans les aptitudes du personnage, c'est fabuleux. Bref, Eddie est allongé au sol, en mode de puzzle, hein, ce qui doit pas faire du bien non plus, tandis que Jean-Michel Salopard s'approche de lui. Je t'ai eu, c'est toi le chat. Mais ce que Jean-Mich ne sait pas, c'est que... Donc voilà, enfin on voit à quoi ressemble Venom après 59 minutes, donc après les 2/3 du film passé. Et t'en as qui ont trouvé ce film génial et surtout hyper généreux. Ah ouais. Bref, Venom envisagerait bien d'affûter ses chicots sur le crâne de Jean-Mich. Non, me mange pas, j'ai la syphilis en plus. Mais les renforts arrivent et Venom de devoir filer. Et donc une fois à l'abri, Eddie pige pas trop tout ce foutoir, hein, ce qui lui permet de faire plus ample connaissance avec son habitant de l'espace et d'avoir une petite discussion. Bref, après avoir en plus profité de traiter Eddie de loser, Venom va tenter de mettre un peu plus la lumière sur tout ça et... Attentivement, Eddie, vous ne nous avez pas trouvé. Nous vous avons trouvé. Alors, juste à titre d'info, tu végétais avec les tiens sur une comète, je tiens à te le rappeler. Donc si on n'était pas passé devant, tu serais encore dessus. Donc techniquement, ce que tu dis n'a aucun sens. Mais bon, hein. Donc non, tu n'as rien trouvé du tout. Et d'ailleurs, bon, alors le reste des propos de Venom va pas aller en s'arrangeant, puisque en gros, il explique que le but, c'est d'utiliser à nouveau une fusée de la Life Foundation pour aller chercher ses petits copains afin d'envahir la Terre, parce que... Et tu vas manger d'autres personnes. C'est fort probable. Nous sommes venus pour ça. Mais alors, ça revient à l'interrogation que j'avais avant. Au vu de vos capacités incroyables, pourquoi vous n'avez pas déjà tous emprunté dès le départ la première navette? Mais surtout, t'es bien gentil, mais si vous venez pour bouffer l'humanité, une fois que vous en avez fini justement avec l'espèce humaine, vous faites comment pour repartir? Sachant que, en plus, petit détail d'ordre technique, que le scénariste a pourtant inclus mais qu'il a déjà oublié, tu peux pas survivre sur cette planète sans hôte. Donc, si tu butes l'humanité, tu te condamnes à la fin. Enfin bref, c'est complètement crétin.
Mais allons donc jeter un œil du côté de l'aéroport de San Francisco, vous voulez bien? Eh oui, puisque vous savez, donc Mamie Ping, elle avait pris possession d'une gamine, hein, eh bien la gamine est arrivée à San Francisco. Oui, oui, toute seule. Alors c'est quand même bien fait hein, de savoir que le symbiote savait parfaitement comment fonctionne le processus d'embarquement d'un avion, hein, mais mieux encore, il a quand même pris possession sans le savoir, d'une gamine qui, comme par hasard, avait un billet pour San Francisco. Non mais, et encore heureux qu'elle n'avait pas un billet pour Moscou, sinon ça aurait été chiant pour le film. Donc voilà, la gamine a voyagé toute seule, sans que personne ne se soucie de ça, c'est fabuleux. Ah tiens d'ailleurs, puisqu'on est dans le contexte des aéroports, quand je disais tout à l'heure que le scénariste pond des trucs qu'il oublie ensuite, donc vous savez que les aéroports, ces endroits où il y a plein d'avions avec des turbines qui balancent un son à une fréquence de 5000 Hz. Voilà, enfin je dis ça, je dis rien, hein. Pendant ce temps, la Life Foundation, Raj Koothrappali est un petit peu vénère parce que Dora est morte et le symbiote aussi. Alors bon, autant il s'en bat les steaks de Dora, hein, bien sûr, hein, parce que bon, de toute façon, on l'a bien compris, le mec, il est plus à un cadavre près, hein, enfin un cadavre humain. Hein. Donc il est fâché à l'égard de ces scientifiques. Ah bah en même temps, j'ai envie de dire, dès lors que tu fais buter tes meilleurs éléments, comme notamment Dora, t'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même, mec. Ah non mais j'ai rarement vu un méchant aussi éclaté. Pendant ce temps, Josiane reçoit un coup de fil de Dr Maboul parce que les résultats médicaux d'Eddie sont finalement pires, à savoir que en fait tout son corps est en train de crever. Ah bon? Mais enfin, je sais pas, je croyais que tu avais déjà eu les résultats et que tu les avais étudiés. Et là, t'es en train de nous dire que c'est pire qu'avant. Enfin, je sais pas, ça a aucun sens. Les résultats, ils ont pas évolué entre-temps. Et sachant que, je le rappelle, le mec a eu des résultats ultra détaillés après un IRM qui finalement a merdé. C'est quand même fabuleux. Sauf que Eddie, en fait, il a autre chose à foutre. Lui, en fait, il veut aller surtout au bureau de son ancien patron pour apporter les preuves de ce qu'il avançait au sujet de Koothrappali. Mais comme le physio du bâtiment veut pas le laisser rentrer, Venom lui file un petit coup de pouce. Mais avant, il veut surtout profiter de la vue d'en haut, et Venom d'admettre que, ouais, la Terre, hein, c'est quand même plutôt sympa. Hein. Sauf que... Oh bah tiens, dites donc, un avion avec des moteurs qui crachent du 5000 Hz, comme les avions que la gamine de l'aéroport a passé son temps à croiser, mais que ça lui a absolument rien fait à son symbiote. C'est fou la magie des scénarios de merde, hein. Bon, passons également le fait que l'avion, dans sa procédure d'atterrissage, survole un bâtiment sans respecter la hauteur de sécurité mini, mais bon, on n'est plus à ça près, hein. Bref, ce parasitage est à deux droits de coûter la vie à nos deux acolytes, mais plus de peur que de mal. Du coup, on va faire ce qui était prévu, on pète la vitre du bureau de l'ex-patron d'Eddie, on laisse un mot avec le téléphone et toutes les preuves dedans. Mais alors attends, je comprends pas trop là, parce que Venom, en fait, il peut prendre le contrôle du corps d'Eddie. Alors, dans ce cas, pourquoi il accepte de l'aider à révéler au monde l'existence des symbiotes, alors que ça pourrait compromettre justement sa mission d'invasion et le mettre en danger lui-même? Enfin, c'est débile. Bref, on le fait quand même et on ressort. Bon, sauf que si Venom lui propose de faire voilà, une redite du crash de Wall Street pour quitter le bâtiment, Eddie, lui, préfère plutôt prendre l'ascenseur. Sauf que, en fait, une fois en bas, il est attendu par une armée du SWAT, carrément. Hein. Mais sauf que, alors attends, vous êtes gentil, mais pourquoi ils sont là? Enfin, je veux dire, déjà, pourquoi ils recherchent Eddie? Enfin, c'est le SWAT, pas l'équipe de Jean-Michel Salopard. Eddie, techniquement, pour les forces de l'ordre, il a rien fait de mal, à part un délit de fuite. Enfin, pour ça, t'envoies pas 25 agents du SWAT pour l'intercepter, quoi. Et ensuite, j'aimerais bien savoir comment il savait qu'il serait là, puisque techniquement, il n'est pas entré dans le bâtiment. Le physio n'a pas laissé entrer Eddie, quoi. Bref, c'est débile à souhait, donc on te plante des situations qui n'ont aucune logique en pensant que bon, ça passera parce que tu comprends, le spectateur il est trop stupide pour le voir, mais bon, c'est pas grave. Bref, la suite, vous vous en doutez bien, hein, c'est Venom qui se met à foutre une branlée à tout le monde, dans une scène avec tellement de fumigène que tu vois que dalle. Mais bon, on va pas en dire trop de mal parce que malgré tout, c'est, on va dire, la seule vraie bonne scène d'action du film. Sauf que, à la fin, Josiane arrive et découvre que le monstre qu'elle aperçoit, eh bien oui, c'est le résultat du fameux
ténia qu'a chopé Eddie. Donc ils envisagent de partir d'urgence pour aller traiter ça à l'hosto. Alors évidemment, sur recommandation, Venom suggère de ne pas l'approcher d'un IRM à cause de la fréquence sonore, ni du feu parce que ça aussi ça peut le tuer. Enfin bref. Cap sur l'hosto de Dr Maboul, bien qu'il soit suivi par un drone de la Life Foundation, mais que personne ne voit, hein, parce que le scénariste a décidé que le drone parasitait les rétroviseurs de la voiture de Josiane. Voilà, enfin, j'ai pas d'autre explication. Pendant ce temps, justement, à la Life Foundation, Raj fait des rondes dans son labo parce que, comme il a viré tous ses agents de sécurité pour incompétence, il est obligé de tout faire lui-même, jusqu'à ce qu'il croise la route de la gamine de l'aéroport, qui est entrée grâce à... Enfin bref. Et donc... Alors une fois à l'hosto, le constat est sans appel, Venom est en train de tuer Eddie à petit feu. Mais Venom, étant un petit peu de mauvaise foi, refuse de l'avouer, d'autant que, bon, il se plaît bien dans son corps, hein, finalement. Enfin bref, voilà, si on suggère de débarrasser notre héros de son habitant, le symbiote ne semble pas trop d'accord avec ça et le fait savoir. Mais bon, heureusement, comme Josiane est avocate, elle sait mettre en route un IRM. Quoi? Comment ça, vous voyez pas le rapport? Bon, effectivement, il n'y en a pas, hein. Mais bon, le scénariste s'en fout, surtout que bon, il en a besoin, voilà. Et en résulte que... Bref, une fois la bestiole emprisonnée, Eddie décide de se barrer, et alors personne ne se soucie qu'une morvalienne qui peut prendre n'importe quelle forme soit pris au piège dans une pièce d'un hôpital rempli de systèmes d'aération, tu sais, bon, ce qui permet effectivement à notre bestiole de se barrer en douce, pendant que tout le monde s'en bat les steaks, c'est génial. Bon, d'ailleurs, le scénariste s'en fout aussi de savoir que jusque-là, il a inclus l'idée que le symbiote a besoin d'un autre pour survivre, mais que bon, là, il peut se balader tranquille, sans en avoir besoin, hein. Bon, allez, accessoirement, il décide quand même de prendre possession du corps d'un clébard, puis de Josiane. Alors déjà, je propose qu'on fasse un petit bilan, vous voulez bien? Non, parce que en fait, au début du film, tout le problème, soi-disant scientifique, tournait autour du fait qu'il faut une certaine compatibilité entre le symbiote et l'autre, au point que beaucoup de cobayes, qu'ils soient animaux ou humains, n'ont pas survécu et qu'à la Life Foundation, on n'arrivait pas à comprendre ce qui posait problème, quoi. Et bien maintenant, tout ça n'existe plus. Oui, en fait, tout ça n'était qu'un prétexte à gonfler un scénario foutraque via des complications pseudo-scientifiques pas assumées quand le scénario en avait justement besoin, puisque, rappelons-le, alors d'un côté, t'as le symbiote bleu, alors lui, il n'a pas réussi à être compatible avec qui que ce soit au point que les autres crevaient en 2-2, le jaune, pareil, bon, sauf avec Pampan, mais parce que, bon, Pampan, a priori, c'était un bon coup, mais alors, par contre, le gris, qui s'était échappé directement en Malaisie, alors lui, il a pris la possession d'un astronaute, puis d'une ambulancière, puis de Mamie Ping, puis d'une gamine, puis de Raj. Et tous les autres ont été compatibles. Et puis, pareil pour Venom. Alors bon, il y a eu Zezette, Eddie, le clébard et Josiane. Et là, pareil, la compatibilité, zéro problème. C'est n'importe quoi. Ouais, mais tu comprends pas, c'est un film, pour aller le voir, faut poser son cerveau. Non, moi je m'en bats les steaks de cette excuse. Tu peux faire un film spectaculaire et intelligent à la fois. Bon, en revanche, là où c'est pas de bol, c'est pour Eddie. Qui donc quelques minutes plus tard se réveille à la Life Foundation, et bon Raj ne veut savoir qu'une seule chose, ce qu'Eddie a fait de l'alien, sous couvert de grands discours sur le fait de vouloir encore sauver l'humanité. Hein. Vous m'avez pris mon symbiote. Vous prenez la tête à un grand homme qui essaie de faire avancer les choses. Enfin putain, mais mec, t'essaies de convaincre un gars qui sait quel enfoiré tu es, et tu sais qu'il le sait. Enfin, en fait Raj, il n'y a que lui dans ce film qui a toujours pas compris qu'il est un enfoiré sans morale, quoi. C'est un monde nouveau, une nouvelle espèce, humain et symbiote combinés. Bref, bien sûr que ça ne réussit pas à convaincre Eddie, qui préfère ne rien dire, mais bon, en même temps, il en sait rien non plus, lui, de ce qui est devenu Venom, hein. Sauf que... Où est Nerf? Où est Venom? Donc oui, Eddie fait la connaissance de Riot, le symbiote gris, atteint d'un méchant problème de peau, hein, mais Eddie n'en dira pas plus, voilà. Vous savez, Brock, je n'ai plus besoin de vous. Alors dans ce cas, si t'en as pas besoin, pourquoi depuis tout à l'heure tu passes ton temps à essayer de le cuisiner pour savoir où il est?
Et d'ailleurs, bon, c'est étrange parce que, en gros, les symbiotes, ils veulent envahir la planète pour manger les humains, et la Riot aurait tout le loisir et la logique de dévorer Eddie pour passer ses nerfs, vu qu'en plus, apparemment ils en ont plus besoin, mais ne va surtout rien en faire, parce que sinon tu comprends bien, le film serait fini. Du coup, Raj convie Jean-Mich et son équipe à tuer Eddie, mais pas dans le labo, parce que effectivement ça fait des tâches, hein. Bon, alors que pourtant des cadavres, ça en a pas manqué ici, et puis bon, si c'est juste pour éviter de nettoyer du sang, tu lui brises la nuque et puis basta. Mais oui, mais là aussi, ça serait pas pratique pour le film. Du coup, bon, on va plutôt l'emmener dehors, voilà, ce sera plus adapté pour la suite, en plus. Donc on l'emmène dans les bois, et surtout, plutôt que lui coller une dragée dans la tête, allez, tout de suite comme ça, hop, c'est plié, on va discuter pendant 1 minute, hein. Oui, parce que le film en a besoin. Le temps d'une intervention divine, ou plutôt alien. Car oui, v'là qu'arrive Vénomette, donc qui se débarrasse de Jean-Mich et ses potes, hein. Donc Vénomette qui savait que Eddie serait ici grâce à... enfin bref, elle sait. Et donc Vénomette, étant un petit peu chaudasse sur les bords, commence à rouler une bonne grosse galoche à Eddie, hein, histoire surtout de retourner dans son corps. Alors non pas que celui de Josiane n'est pas confortable, hein, il doit être fabuleux. Non, mais bon, effectivement, le cycle menstruel, c'est un peu chiant à gérer. En plus, en tant que symbiote, ça te provoque des pertes noires, tout ça. Et là, Venom va commencer à expliquer quelques petites choses. Le symbiote de Drake s'appelle Riot. C'est qui ce Riot? Pour vous, ce serait l'équivalent d'un chef. Alors que dans les comics, Riot, en fait, c'est le fils de Venom. Enfin bref, c'est pas comme si le film déféquait déjà sur le comics depuis le début, hein. Bon, évidemment, il serait temps d'apaiser aussi les tensions antérieures et Venom d'expliquer que désormais il veut arrêter Riot et donc mettre fin à l'invasion des symbiotes parce que en fait il kiffe la Terre et que bon... Sur ma planète, j'étais un peu un loser comme toi, mais ici nous pourrions faire mieux. Ok, donc en gros, t'es un loser, mais c'est toi qu'on envoie pour l'opération majeure d'une invasion planétaire. C'est cohérent tout ça. Et sinon, quid du fait que le symbiote dévore de l'intérieur son hôte? Eh bien, pouf, disparu. Voilà, c'est magique. D'ailleurs, parlons-en de Riot et de Raj. Donc, ils ont une petite discussion rapido, et en gros, tu comprends que oui, ils ont finalement pas besoin de Venom, même si, bon, on a interrogé Eddie pour savoir absolument où il était. Donc ici, le but, c'est finalement de convaincre Raj d'utiliser sa fusée pour aller chercher les millions de symbiotes qui glandent sur leur comète, et Kutrapali d'ordonner un lancement de fusée d'urgence, sauf que... L'équipage n'est pas encore prêt. C'est moi qui piloterai le vaisseau. Ah bon? Non mais attends, parce que ce soit le symbiote ou toi, vous avez jamais piloté ce genre de navette. Alors que pourtant, elle requiert plusieurs personnes pour pouvoir la piloter, et tu comptes faire ça, oasis, tranquille et mille, quoi. C'est fabuleux. Bon, et alors, faut savoir que le décollage n'était initialement pas du tout prévu, mais par chance pour Kutrapali et Riot, tout le personnel affecté aux opérations de lancement était déjà présent, hein. C'est quand même bien fait, hein. Alors sûrement des gens qui habitent directement sur leur chaise de bureau, hein. Enfin bref, Raj s'énerve un petit peu et ordonne un décompte de lancement à 5 minutes, le temps de rejoindre la navette. Bon, ce qui déplaît à un des opérateurs en particulier qui essaie de faire planter la procédure de lancement parce qu'il a compris ce qu'il en était, mais Riot le pressent et l'arrête en cours de route. D'ailleurs, pour info, ce mec-là, donc il est opérateur de lancement de fusée, mais il bossait aussi comme scientifique sur les symbiotes. Non mais, c'est fou quand même, une telle polyvalence qui requiert quand même des hautes études, hein, dans des domaines très différents. Du coup, l'alien prend forme et il bute tout le monde. Et file donc vers la fusée sous les yeux d'Eddie et Venom qui arrivent également sur les lieux. Et de là débute la baston. Bref, Venom galère, surtout que l'autre se sert de son aptitude de morphing pour faire des trucs de dingue, hein, tandis que Venom, lui, ne fait rien du tout, à part donner des coups de poing, voilà. Donc bon, ça dure genre 7 minutes, alors que le décompte était de 5 minutes avant le décollage, mais bon, c'est pas grave, hein, on n'est plus à ça près. Pendant ce temps, Josiane, elle, qui a réussi à s'affranchir de tous les accès sécurisés de la Life Foundation grâce à la magie du je m'en foutisme du scénariste, découvre que Venom
est effectivement en difficulté, hein. Donc elle le voit dans les moniteurs via la salle des opérations et compte bien l'aider, d'autant que Riot était sur le point de monter dans la fusée après avoir fusionné avec Venom. Et oui, après, comme elle est avocate, Josiane sait exactement à quoi servent tous les boutons d'une salle de lancement de fusée, hein, et surtout maîtrise les fréquences sonores. Ah bah en même temps, après le coup de maîtriser un IRM, on n'est plus à ça près, hein. Enfin bref, c'est bien pratique quand même ici. Mais malgré tout ça... Et pendant que le grand méchant monte dans la fusée qui a décidé d'attendre un peu avant de décoller, hein, Eddie est en train de crever avec sa lame dans le buffet. Bon, heureusement... Donc voilà, Venom redonne vie à son hôte et décide d'escalader la fusée et... Donc voilà, la fuite de carburant et le feu, ça fait boum, ce qui carbonise aussi Venom, puisque rappelez-vous, le feu tue les symbiotes, mais par chance, après un adieu de l'alien à son hôte en se carbonisant, eh bien Eddie survit en tombant dans la flotte, et l'humanité a donc gagné face à la menace extraterrestre. Bref, à la fin, tout le monde est content, Eddie en plus semble reprendre sa vie un petit peu en main, si ce n'est que finalement Venom est toujours en lui. Ah bon? Donc encore une fois, le scénariste inclut un élément. Donc ici, le fait que le feu tue les symbiotes nous montre qu'il a fini carbonisé, mais finalement tout ça, c'est pour ne pas en tenir compte, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref, on finit sur l'idée que pour une meilleure cohabitation, Eddie veut imposer des règles de vie, et que, en gros, comme Venom a besoin de bouffer tout le temps, on peut manger, mais que des méchants. Ce qui lui permet, en l'occurrence, de s'occuper de l'emmerdeur de Madame Cheng. Nous sommes Venom. Et là, le film est fini, enfin, bon, non, puisqu'on a droit aux scènes génériques habituelles, dont une où Eddie s'en va dans une prison pour aller interviewer un dangereux meurtrier du nom de Cletus Kasady, qui, vous l'aurez compris, annonce une suite, puisque dans les comics, il est voué à devenir Carnage, donc un grand méchant de cet univers. Sauf que, et là moi j'étais pas prêt, si le film a duré 1h30, pour voir les scènes post-crédit, dites-vous qu'il vous faut vous taper 20 minutes de générique. J'avais jamais vu ça, quoi. Surtout que bon, un générique long, c'est souvent synonyme que beaucoup de gens ont bossé dessus. Mais au vu du résultat global du film, tu te poses quand même la question, quoi. Ah, et sinon, quid du fait que, bon, le SWAT savait que Eddie Brock était Venom après s'être pris une trempe? Eh bien, visiblement, tout le monde s'en fout désormais, hein. C'est comme si rien ne s'était passé. Bon, bref, vous l'aurez compris, donc en se torchant littéralement avec le matériau d'origine, Sony nous a livré mais une version totalement foutraque, voilà, d'un des méchants les plus iconiques de l'univers de... Ah ben oui, c'est vrai, merde, je peux pas le dire. Donc tout ça pour en faire un héros guignolesque dans un amas de débilité, parce que bon, évidemment, je vous ai épargné les blagounettes qui sont quand même légion dans ce film, hein. Bon, c'est déjà assez dur pour vous infliger en plus ça. Et le plus fort dans tout ça, vous savez ce que c'est? Eh ben c'est que les suites sont pas mieux, elles sont même pires. Donc, bon, forcément, ça fait du bien pour nos petites affaires au Bousoscope, puisqu'on aura effectivement prochainement l'occasion de revenir sur les aventures de Venom, mais aussi peut-être des autres personnages de ce Spider-Verse sans... Donc voilà ce que j'avais à vous raconter autour de Venom. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce film. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.